Bien, bonjour. Bienvenue pour cette première table ronde du colloque qui va être consacrée donc à la thématique que vous voyez ici à l'image, les évolutions depuis 40 ans et les défis à venir. 40 ans depuis le précédent colloque sur les études japonaises organisé ici à la Maison franco-japonaise. Il faut que je parle devant le micro. Ça fonctionnera mieux pour les interprètes également. Donc en 1979. Dans cette première table ronde, nous proposons de vous présenter un petit tour d'horizon des évolutions dans le domaine des études japonaises au niveau de la recherche, de la formation, des structures, des supports, des institutions qui permettent les travaux et les productions dans ce champ depuis donc ce précédent colloque de 1979. Nous souhaiterions également présenter quelques-uns des défis et des enjeux importants, actuels et futurs pour notre champ. Alors, comme cette table ronde ouvre notre colloque, nous allons nous efforcer d'être les plus factuels possibles pour dresser ce tour d'horizon et nous espérons que cette table ronde fournira également matière aux discussions ultérieures du colloque. Alors, je vais rapidement présenter les intervenantes et intervenants de cette table ronde par ordre d'intervention. Donc, d'abord, César Castelvi, qui est maître de conférence à l'Université Paris-Cité, sociologue, spécialiste des médias japonais, auteur notamment du Dernier empire de la presse, une sociologie du journalisme au Japon, qui est paru en anglais cette année, je crois, aux éditions Routledge, sous le titre A Sociology of Journalism in Japan. Emmanuel Lauserand, professeur à l'INALCO, spécialiste de littérature japonaise moderne, traducteur notamment de Masao Kashiki, auteur de Littérature et génie national, naissance de l'histoire littéraire dans le Japon de la fin du XIXe siècle, qui a co-dirigé également un ouvrage important pour nous qui est Le Japon et la guerre, avec Anne Bayard-Sakai et Michael Luken. Cécile Sakai, qui est professeur émérite donc, à l'Université Paris-Cité, anciennement Paris 7, Denis Diderot, spécialiste de littérature japonaise moderne et contemporaine, traductrice notamment de Kawabata Yasunari et Tanizaki Junichiro, pour n'en citer que deux, autrice d'une histoire de la littérature populaire japonaise, qui a dirigé et co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs sur la littérature japonaise et la traduction. J'en cite deux rapidement, L'archipel des séismes, écrit sur du Japon après le 11 mars 2011, et pour une autre littérature mondiale, la traduction franco-japonaise en perspective. Cécile Sakai a également dirigé l'IFRJ-MFJ, comme cela a été dit tout à l'heure par Thomas, entre 2019 et 2023. 2016. Excuse-moi, 2018. J'avance un peu. Pierre-François Suiry, donc professeur au traité de l'Université de Genève, historien, spécialiste notamment du Japon médiéval, auteur de Moderne sans être occidental, aux origines du Japon d'aujourd'hui, d'une nouvelle histoire du Japon, récemment d'une histoire des ninjas, hommes de main et espions dans le Japon des samouraïs, et qui a également donc, dirigé l'IFRJ-MFJ, l'AMFJ, comme cela s'appelait, entre 1999 et 2003. C'est juste cette fois ? Merci. Et finalement, donc, Christine Lévy, maîtresse de conférences honoraire à l'Université Bordeaux-Montaigne, historienne, spécialiste des mouvements féministes au Japon, traductrice notamment de Saikaku, de Nakai Choming, et qui a co-dirigé des ouvrages importants comme Parcours féministe dans la littérature et dans la société japonaise de 1910 à 1930, de Seito au modèle de politique sociale d'avant-guerre, le numéro 47 de la revue d'Ebisu en 2012, Catastrophe du 11 mars 2011, Désastre de Fukushima, fracture et émergence, et qui a également été chercheuse ici à la MFJ entre 2009 et 2013. C'est juste. Très bien. Bien, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à César Castelvi qui va nous proposer comme prise de vue pour cette première table ronde une petite étude des thèses qui ont été produites ces 40 dernières années dans le domaine des études japonaises. Bon courage. Ça fait très ambitieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'objectif de cette première intervention, c'est d'appréhender l'évolution des études japonaises françaises par le prisme des thèses de doctorat soutenues depuis les 40 dernières années.
Alors l'exercice est véritablement complexe dans la mesure où se pose la question même de ce qu'est une thèse en études japonaises et de ce qui permet de la qualifier en tant que telle, sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. L'analyse va se limiter à essayer de donner une image de la façon dont l'objet Japon, donc sa culture, sa société, son histoire, sa langue, apparaît dans les thèses soutenues en sciences humaines et sociales dans les établissements de l'enseignement supérieur français. Je vais très peu parler méthodologie, même s'il faudrait. Mais quand même, pour vous expliquer d'où viennent les informations, je les ai rassemblées à partir de 3 bases de données accessibles à toutes et à tous. SUDOC, le système universitaire de documentation, le site thèse.fr et un moteur de recherche développé par le GIS Asie qui a pour vocation aussi à référencer toutes les thèses soutenues en France en lien avec l'Asie. Alors, tous ces sites ont des défauts et peuvent être aussi un peu complémentaires les uns vis-à-vis des autres. Moi, je vais aller à l'essentiel. Les seules données fiables que l'on peut avoir à chaque fois sont le nom et le prénom de l'auteur de la thèse, heureusement, le titre de la thèse, l'établissement de soutenance, même si c'est aussi un peu compliqué, l'année de soutenance ainsi que le nom du directeur de thèse. Évidemment, plus on avance dans le temps, les premières remontent aux années 80, mais les plus récentes, les bases de données permettent d'avoir accès à des informations plus précises, mais dans un souci de comparaison, je n'évoquerai pas ça. Et donc, le résultat de la première recherche, identifier les thèses, m'a permis d'en identifier pour l'instant 622 soutenues entre 1984 et 2024. Et donc la suite va porter sur, déjà pour commencer, l'évolution du nombre de thèses soutenues par an. Vous avez les données qui s'affichent. Normalement, elles sont assez claires, en tout cas, je l'espère. Donc, au premier coup d'œil, on voit quand même assez rapidement qu'il y a des cycles, il y a des vagues. À la fin des années 90, au début des années 2000, enfin à la fin des années 2000, pardon, et au milieu des années 2010, on avait beaucoup de thèses de soutenues. Il y a aussi des périodes plutôt de creux, comme le milieu des années 90, le milieu des années 2000, ou la toute première partie des années 2010. On a un pic de soutenance en 2012. Alors, l'année 2024, elle est à prendre avec des pincettes, parce qu'elle n'est pas encore finie. Et pour les personnes qui connaissent le monde universitaire français, là, c'est le rush des soutenances en fin d'année, pour des raisons un peu particulières. Mais ces cycles de forte production de thèses et de ralentissement peuvent être identifiés aussi en établissant un petit peu des moyennes par décennie. En gros, dans les années 80, dans les années 90, ça faisait une dizaine de thèses soutenues par an. Et la période de pic, les années 2010, on a à peu près une vingtaine de thèses soutenues par an. Difficile de parler des années 2020 puisque nous ne sommes qu'en 2024, mais pour l'instant, on est apparemment plutôt dans une zone de creux. Donc voilà, il y a une diminution quand même que l'on peut sentir là si vous regardez à partir de 2019 par rapport à la décennie précédente. Bon, c'est une première chose. Ensuite, l'autre élément un petit peu fiable que nous avons, ce sont les établissements dans lesquels ces thèses ont été soutenues. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ce qu'on observe, je vais aller vite, c'est un peloton de tête tenu par certains établissements. Alors, les gens qui connaissent ce monde ne seront pas surpris des résultats de toute façon. Mais on voit que le peloton de tête est tenu par l'INALCO, le HESS et alors l'Université Paris 7 qui s'appelle Paris Cité aujourd'hui. Donc c'est vraiment, ça n'est pas une surprise, mais faire ce travail, ça permet quand même de voir qu'on a d'autres pôles, d'autres institutions, quand même essentiellement parisiennes, qui jouent un rôle quantitatif. Paris 4, aujourd'hui Paris-Sorbonne, Paris 1, Paris 3. Et pour ces 3 universités-là, en fait, quand on regarde dans le détail, on voit apparaître des domaines de recherche un peu plus spécifiques. L'histoire et les arts à Paris 4, le droit à Paris 1, la littérature à Paris 3. Les gens qui connaissent le monde universitaire français ne seront pas surpris. On distingue aussi quelques pôles régionaux. En fait, ce sont les universités en région en France qui ont des départements d'études japonaises. Mais ce qu'on peut relever, c'est un écart évidemment entre la production des thèses dans les universités parisiennes et dans les pôles régionaux. En gros, les 3/4, même plus des 3/4 des thèses soutenues le sont dans des universités parisiennes.
Et enfin, un dernier thème que l'on peut évoquer, même si c'est sans doute celui qui intéresse le plus de gens, et c'est en même temps le plus difficile à évoquer, celui des thèmes de ces thèses, des thèmes de recherche. Alors, avec une étude quantitative de ce type, c'est très difficile d'aller trouver des informations fiables. La seule piste que moi j'ai eue, c'était d'aller analyser les rattachements disciplinaires des thèses par les mentions des thèses indiquées dans les bases de données. Alors, c'est très compliqué parce que sur les 622 thèses soutenues, on a 134 mentions différentes. En gros, on ne peut absolument rien raconter. Donc, il a fallu essayer de simplifier un peu les choses et, au maximum. Et en m'aidant de la façon dont les domaines académiques sont répartis en France par le Conseil national des universités, je suis passé de 134 à 26 mentions. C'est quand même un peu plus clair. Et ce que l'on voit apparaître, évidemment, pas de grande surprise au départ, c'est l'arrivée de mentions de thèses qui relèvent du domaine des études aréales et donc des études japonaises, largement en tête des thèses soutenues. Vous voyez, le graphique est assez clair, 99 sur 622. Mais on a aussi les sciences du langage, qui regroupent aussi la linguistique, qui arrivent en deuxième position, l'histoire et les sciences économiques et les disciplines artistiques. Donc à eux seuls, ces 5 domaines représentent plus de la moitié en fait des thèses en lien avec le Japon de soutenu. Et si on ajoute les 10 premiers domaines, on a 80% de l'ensemble. Voilà, on a tout un pan des sciences humaines et sociales rassemblés autour du droit, de la philosophie et de la géographie, par exemple, qui sont moins représentés, en tout cas si on regarde uniquement les bases de données. Donc, j'arrive un peu à la fin de ce que je voulais vous présenter. Les 3 éléments à retenir, c'est l'existence de ces cycles, de forte production et de ralentissement. Aussi, très clairement, on a des établissements qui sont les machines véritablement à produire des thèses en lien avec le Japon, mais quelques établissements auxquels on pense peut-être un peu moins. Alors, le HESS, de toute façon, il y a beaucoup de thèses soutenues, c'est compliqué, mais Paris 4 aussi. Et enfin, le dernier point, c'est au sein de ces thèses, l'importance considérable du domaine des études aréales. Donc, on distingue quelques éléments. En même temps, c'est assez superficiel, même si on distingue des tendances, ou au moins ça a l'avantage de les confirmer. Et heureusement, pour la suite de la discussion, Emmanuel Losbrand devrait nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé dans les études japonaises au cours des 40 dernières années pour expliquer ces premières évolutions. Merci beaucoup César, mais on va immédiatement poursuivre avec l'intervention d'Emmanuel Losbrand. Bonjour à toutes et à tous. Depuis ce colloque de 1979, 45 années se sont écoulées. Le monde a beaucoup changé. 5 articulations majeures au moins sont à repérer. La chute du mur de Berlin et l'avènement d'un monde multipolaire, l'extension du web, la prise de conscience plus aiguë de la crise écologique, des explosions de violences terroristes sur fond de tensions religieuses, l'émergence de nouvelles puissances économiques mondiales, et évidemment, on pourrait ajouter la pandémie du Covid. Durant cette période, la situation du Japon a beaucoup évolué. Dans un premier temps, donc dans les années 1980, sur la lancée des années 1960 et 70, le Japon, vous le savez, a poursuivi sa croissance stupéfiante, économiquement parlant, et a internationalisé sa culture et sa langue. Dans les années 1990, en revanche, après l'effondrement de la bulle financière, le Japon est entré dans une phase plus compliquée, sur les plans économiques et démographiques en particulier. Cette phase, vous le savez, est ponctuée par les 2 tremblements de terre de 1995 et de 2011. Cela n'a pas empêché le Japon, peut-être même au contraire, dans ces années-là, d'approfondir sa stratégie Cool Japan, même s'il est concurrencé sur ce terrain du soft power par la Corée, par exemple. Cette période se caractérise aussi par de profondes mutations du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, au niveau mondial, bien sûr, mais aussi pour ce qui nous concerne singulièrement en France. Les réformes qui avaient suivi les événements de mai 1968 avaient été favorables aux 2 machines à produire des thèses, aux 2 établissements majeurs des études japonaises à l'époque, les langues orientales, qui avaient changé de nom et de statut, qui étaient devenus INALCO, et puis à cette UFR consacrée à l'Extrême-Orient,
qui avait trouvé sa place dans la nouvelle université Paris 7, devenue aujourd'hui Paris Cité. Dans les années 2000, ces deux établissements ont déménagé dans le même campus du 13e arrondissement. Depuis 1998, ce qu'on appelle en Europe le processus de Bologne, avec la mise en place du système qu'on appelle en anglais BMD, en français LMD, donc système qui vise à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, s'est accompagné de la création d'agences. L'ANR, Agence nationale de la recherche, et ce qu'on appelait au début l'AERES, l'ARS, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, devenue aujourd'hui HCERES. La loi dite LRU, Liberté et responsabilité des universités en 2007, dite aussi loi Pécresse, a changé la donne en conférant ce qu'elle appelle de l'autonomie aux universités. Ces universités se sont engagées dans des restructurations très importantes, afin, entre autres, de bien figurer dans les classements internationaux. Toutes ces réformes ont engendré beaucoup de fatigue et de tension. Elles apparaissent souvent comme lourdes de menaces. Dans ces conditions, comment les études japonaises ont-elles évolué ? En 1979, le colloque Les études japonaises en France, le premier de ce genre, marquait une prise de conscience d'une dynamique observée depuis le début des années 60 aux langues orientales, au Langzhou, puis dans les années 70 à Paris 7, sur fond d'un engouement général pour le Japon, de ce qu'on peut appeler un véritable japonisme d'après-guerre. Donc dans ces années 60 et 70, le nombre d'étudiants avait explosé et celui des spécialistes un peu augmenté, même si ceux-ci, à l'époque, demeuraient encore en fait assez peu nombreux. Par la suite, donc à partir de 1979, dans un premier temps qui dure environ une vingtaine d'années, celui des années 80 et 90, cette dynamique s'est poursuivie et amplifiée. Elle s'est même renforcée dans les années 90 à cause en particulier du succès des mangas et des animés. Dans cette période, ces 20 ans-là, les années 80 et 90, le nombre global d'étudiants en japonais en France a continué de croître, ce qui a permis des recrutements importants d'enseignants-chercheurs. Les lieux d'enseignement se sont multipliés. En province en particulier, de Lille à Aix, de Bordeaux à Strasbourg, que les autres me pardonnent. Parfois avec l'aide de la Fondation du Japon. Plusieurs équipes de recherche ont été créées ou restructurées, souvent sous la forme d'UMR, unité mixte de recherche, c'est-à-dire encouragée et reconnue et soutenue par le CNRS. De même que plusieurs revues spécialisées, dont Ebisu, dont parlait Thomas, et je voudrais mentionner le nom d'Olivier Ansart, qui mérite de retentir en ces murs. Les chaires de l'EHESS et de l'EPHE ont été maintenues, de même que les postes à l'EFEO. Une société française des études japonaises, la SFEJ, a été créée. De très nombreux colloques et journées d'études ont été organisés. Les chiffres précis y manquent, César au travail, mais le nombre de publications a lui aussi beaucoup augmenté, de même que celui des traductions littéraires. De manière générale, il s'est produit ce que Cécile Sakai appelle, et elle a vraiment raison, je reprends son mot, un véritable changement d'échelle dans le domaine des études japonaises, ce qui rend le rôle des individus moins net et celui du collectif plus visible. Sur le plan humain, une transition générationnelle a eu lieu entre 1996 et 2003 en particulier, avec le départ à la retraite ou le décès prématuré des grandes figures du colloque de 1979, à commencer par Bernard Franck et René Siffer. Une nouvelle génération a été recrutée dans les années 1990, que des gens comme moi et beaucoup d'autres dans la salle et sur cette scène sont assez nombreux à incarner. Et des figures comme celles de François Massé et Jean Noël, s'ils me permettent, ont assuré de manière harmonieuse une forme de transition entre ces deux générations. Nous espérons d'ailleurs, puisque Jean Noël est là, que la relève de ce dernier au Collège de France sera bientôt assurée. Le seul point noir peut-être de cette période fut la suppression de la section 44 du CNRS, qui représentait les orientalistes, et, est-ce que c'est la cause ou pas, un relatif tarissement des recrutements de chercheurs au CNRS dans ces 20 années-là. Il est plus difficile de cerner ce qui s'est passé depuis les années 2000. Je ne crois pas qu'il y ait eu une désaffection des étudiants, malgré le basculement dans le monde des réseaux numériques et le développement des études coréennes. Le monde des études japonaises semble avoir atteint une sorte de plateau ou de rythme de croisière. L'atmosphère, me semble-t-il, est peut-être un peu moins enthousiaste et j'ai l'impression aussi que les recrutements deviennent plus compliqués. Une crise est-elle à venir ?
Un nouveau changement de génération est en cours, comme en témoignent les adjectifs émérite, retraité, honoraire, qui étoilent le programme de ce colloque. Il est trop tôt pour tirer un bilan quantitatif, mais pour l'instant, les postes sont préservés. N'allons-nous pas cependant vers une chute de la démographie étudiante? En général, et pour les langues en particulier, entre autres, du fait des progrès de l'intelligence artificielle. Si ce terreau étudiant venait à s'affaiblir, que deviendraient les études japonaises? Pour ne pas céder au pessimisme des pré-retraités, précisons cependant que 2024 a vu la création d'une nouvelle collection au Japon aux éditions Hermann et d'une nouvelle revue études japonaises à Toulouse. Quelles furent les évolutions dans les contenus et les questionnements? Dans la période 80-2000 régnait encore une mentalité de pionnier, me semble-t-il, soucieux de jeter des bases, que l'on pense aux traductions de René Siffer, au dictionnaire de la civilisation japonaise dirigé par Augustin Berck ou à la série de volumes État du Japon dirigée par Jean-François Sabouret. Cet état d'esprit me semble s'être estompé dans la phase suivante, depuis 2000. Une forme de fragmentation ne s'est-elle pas généralisée, que pronostiquait Bernard Franck en 1979? N'assiste-t-on pas à un amoindrissement, voire à une disparition d'un regard large sur la civilisation japonaise au bénéfice d'une profusion de travaux parcellaires? L'équilibre entre les domaines se modifie. La part des études sur le Japon contemporain semble toujours plus importante. Il n'y a plus guère de spécialistes de théâtre, par exemple, mais l'intérêt pour la musique ou la philosophie est croissant. Une grande tendance unit cependant la majeure partie de ces travaux, à une exception notable, je pense à Augustin Berck, celle du refus du culturalisme. Le souci de montrer toujours comment le Japon se construit. Si un nouveau cycle s'ouvre, de quel paradigme relèvera-t-il? Les études japonaises se dissoudront-elles dans les études régionales sur l'Asie de l'Est? Seront-elles disloquées dans le tout disciplinaire ou les thématiques transversales? Ou bien sauront-elles se réinventer? Merci de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour ce panorama des grandes évolutions qui ont marqué les études japonaises en France ces dernières décennies. Je voudrais passer à présent à une série d'interventions sur des aspects plus spécifiques en fait, de ces évolutions, à commencer par l'élaboration, la création, le développement des réseaux des études japonaises en France. Et pour ce faire, je passe la parole à Cécile Sakai. Merci beaucoup. Alors, nous avons 10 à 15 minutes chacun, donc ça va être extrêmement rapide. Mais on m'a demandé donc de me charger de parler d'aspects qui sont moins évidents que ceux qui apparaissent au premier plan, qui sont donc les aspects institutionnels. Ce sont donc les réseaux qui sont des réseaux associatifs, mais qui soutiennent de façon extrêmement robuste, très souvent, le système, l'écosystème qui se met en place sur d'ailleurs n'importe quelle langue, n'importe quelle culture, et en l'occurrence pour nous, les études japonaises. Alors, il y a de nombreuses façons d'examiner ce quasi demi-siècle d'études japonaises entre 1979 et 2024. Ces réseaux associatifs de coopération scientifique ont permis essentiellement de renforcer les liens intergénérationnels, donc de génération en génération, verticalement, et également donc d'élargir les échanges, les coopérations scientifiques sur l'ensemble du territoire national, que tout ne se passe pas tout le temps seulement à Paris, mais ailleurs aussi, c'est-à-dire un développement horizontal qui était également le résultat de nos efforts. Alors, je vais très rapidement citer 3 associations ou réseaux qui me paraissent importants. Le premier, c'est la SFJ, donc Société française d'études japonaises. Vous avez donc sur le tableau quelques images. La deuxième, ce sera tout à l'heure l'AEJF, l'Association des enseignants japonais de France. Et troisièmement, je citerai rapidement le réseau Asie, dans lequel le Japon joue un certain rôle et qui aujourd'hui est devenu ce qu'on appelle, sous la houlette du CNRS, le GIS Asie. Alors, je vais commencer par la SFJ. Donc vous voyez la première page du site internet et c'est d'accès libre. Vous pouvez donc vous promener sur ce site qui vous propose énormément de possibilités. Alors, il y a de nombreuses rubriques. Certaines sont d'ailleurs en bilingue français et anglais depuis quelques années.
Il y a le calendrier des événements scientifiques, les actualités, des concours d'enseignement, de recherche, la présentation des formations concernées sur l'ensemble du territoire, des carnets de recherche individuels de certains chercheurs qui préfèrent proposer via donc la plateforme Internet proposée par le site de la SFJ leurs travaux ou un état de leurs travaux, des recensions également des dernières publications, des podcasts, c'est une nouveauté depuis 3-4 ans, c'est-à-dire des interviews que vous pouvez écouter tout simplement d'un certain nombre de spécialistes avec des entretiens, des bibliographies également annuelles et spécialisées. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer donc le message que vous voyez à votre gauche. C'est tout récemment l'annonce simultanée de 2 bibliographies thématiques, l'une sur le théâtre classique par Magali Bugne, qui est une chercheuse installée au Japon, qui enseigne à l'université Teikyo, et l'autre, exactement au même moment, par un certain nombre de collègues de l'Université de Lyon, de Keio, de Lausanne et de Cergy Paris Université, sur les jeux vidéo, le jeu vidéo japonais. Et on voit ce contraste, si vous voulez, qui est en quelque sorte toute la matière de nos recherches, le grand écart qui fait que nous sommes devant disons, des possibilités infinies de recherche, aussi bien dans le sens du classique, du traditionnel, etc., que du moderne, de l'hypermoderne, ce vers quoi nous allons, et le nombre de chercheurs convoqués est important. Alors, juste un mot sur l'historique. La Société française d'études japonaises a été refondée en 1990. Donc cela correspond un peu à cette période de montée en puissance. En tant qu'association à but non lucratif, elle correspond donc aux gakkai, comme on les appelle au Japon. Il y a beaucoup de gakkai, n'est-ce pas, de sociétés académiques qui sont liées à la Maison franco-japonaise, justement, dans l'autre sens. Et ce sont donc des spécialistes reconnus, qui étaient cités tout à l'heure, qui considéraient qu'une société académique devait enfin voir le jour, sur le modèle, à vrai dire, des autres sociétés académiques, études britanniques, études latines, etc. etc. Alors, parmi les fondateurs, on peut citer Augustin Berg, Jacqueline Pigeot, Francine Eraille, François Massé. Et moi-même, j'ai pu accompagner cette refondation officielle à partir de 1990. Et c'était très artisanal. On collait les enveloppes à la main, etc. etc. Souvenir. Rien à voir avec ce que la chrysalide est devenue aujourd'hui, grâce encore une fois au travail d'équipes qui se sont succédées, qui sont vraiment dévouées, solidaires. Je voudrais vraiment leur rendre hommage, qui sont convaincus de la nécessité de coopérer dans un réseau plus collectif. Le bureau de l'association est formé d'une quinzaine de personnes, de collègues de différentes universités, pas seulement parisiennes. C'est François Massé qui, pendant une dizaine d'années, a présidé cette refondation donc, de la SFJ. Et aujourd'hui, donc, place aux nouvelles générations. C'est un de nos collègues, Mathias Hayek, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, avec pour vice-présidente Sandra Schall, qui est professeure à l'Université de Strasbourg. Et autour, je ne peux malheureusement pas citer tout le monde, mais vraiment beaucoup de monde pour travailler collectivement. On compte actuellement 410 membres cotisants de la Société française d'études japonaises, 410. Il inclut les doctorants et quelques non-académiques, mais cela fait quand même un groupe assez important. Et parmi les actions principales, on peut noter donc la publication de Japon pluriel, qui est en fait issue de colloques qui sont donc bisannuels. Nous en sommes au 14e volume que j'ai apporté ici, publication 2023. Il y a 60 contributeurs et cela fait 711 pages pour les personnes qui souhaitent donc y jeter un coup d'œil. D'ailleurs, ces livres sont à la bibliothèque de la Maison franco-japonaise, donc vous pouvez tout à fait y accéder. Et il y a eu récemment un immense effort qui a été fait encore une fois par nos collègues, c'est-à-dire de numériser les premiers volumes. Donc jusqu'au volume numéro 7, vous pouvez avoir accès à une plateforme numérique liée donc à la SFJ, et vous pouvez lire donc les volumes précédents. Et je crois que l'effort de numérisation va se poursuivre donc dans les mois et années à venir. Les subventions, il y a quelques subventions bien sûr en dehors des cotisations qui proviennent essentiellement de la Fondation du Japon et de la Fondation de France, qu'on remercie toujours, notamment pour les colloques, parce que évidemment l'organisation des colloques est toujours coûteuse pour différentes raisons que vous pouvez deviner.
Il y a également un atelier doctoral, il y a une liste de diffusion avec toutes sortes d'informations qui sont donc diffusées régulièrement, un annuaire des membres, un séminaire nouveauté donc itinérant de spécialistes dans différentes universités. Bref, il y a quand même une sorte d'activité permanente que nous, aujourd'hui un petit peu à l'écart, nous observons avec beaucoup d'intérêt et donc beaucoup comment dirais-je, d'intérêt, oui, d'intérêt. Alors, je vais passer à la deuxième association, plus rapidement. C'est l'Association des enseignants de japonais en France. Elle a été créée un peu plus tard, en 1997. Elle est donc spécialisée dans l'enseignement de la langue japonaise, dans la pédagogie, dans la didactique, dans la linguistique. Elle est composée essentiellement d'enseignants japonais exerçant en France, mais elle est très complémentaire de la SFEJ. Elle organise également des colloques, les actes sont publiés, il y a une liste de diffusion, etc. Donc, elle est plus disciplinaire, plus monodisciplinaire que la SFEJ, mais les deux associations fonctionnent donc de façon harmonieuse. Au-delà du Japon, je voudrais donc mentionner, en troisièmement, le réseau Asie, qui a été fondé par Jean-François Sabouret, qui a été déjà cité en 2006, qui est donc aujourd'hui adossé au CNRS et à la Maison des sciences de l'homme de l'École des hautes études en sciences sociales. L'ambition en 2006 était de créer pour la première fois en France un maillage scientifique interasiatique qui permette des échanges et rende visible l'expertise française sur l'Asie en général, Japon, Chine, Corée, Asie du Sud-Est, etc. Jean-François Sabouret avait également créé la collection Réseau Asie aux éditions du CNRS et une trentaine de titres importants en sciences humaines et sociales, études et traductions sont parus dans cette collection. Vous pouvez voir donc le PowerPoint à ce sujet. Alors, comme vous le savez, je voudrais rendre un bref hommage à Jean-François Sabouret, qui est hélas décédé récemment et subitement en 2023. Je voudrais rendre hommage au nom de toute la collectivité à sa générosité et à son engagement sans faille pour les jeunes générations et son aide permanente. Depuis son décès, au départ à la retraite de Jean-François Sabouret en 2012, donc avant son décès, c'est le CNRS qui a repris en main ce projet de réseau en l'institutionnalisant davantage sous la forme d'un GIS. Alors un GIS, GIS, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui réunit aujourd'hui 40 unités de recherche disséminées sur l'ensemble de la France, qui réunit 1500 chercheurs. L'ensemble est institutionnel de dimension régionale, à la différence donc de la SFEJ, puisque la SFEJ est aréale, alors qu'ici il s'agit de ce qu'on appelle la région Asie. Le terme est un petit peu toujours surprenant, mais c'est comme cela qu'on l'appelle. Cette structure d'expertise régionale donc représente le fruit de tout cet engagement. Je voudrais aussi rappeler que nous tenons évidemment, nous avons de très bonnes relations avec les chercheurs, enseignants-chercheurs qui se trouvent au Japon et qui, depuis le Japon, publient différents travaux qui sont soit en japonais, soit en français. Nous avons aussi très souvent des colloques, nous organisons des colloques ensemble. Et donc, il est important de tenir compte de la présence au Japon même de collègues de plus en plus nombreux d'ailleurs qui sont installés sur des postes donc au Japon. Alors, pour résumer, ces activités donc enrichissent le travail des spécialistes, ils fluidifient les échanges, ils renforcent le partage des informations scientifiques. Et je voudrais donc, pour finir, qualifier ou tenter de qualifier ces 45 années écoulées depuis 1979. D'abord, c'est l'essor de la formation, ça a été déjà dit, mais nous allons un petit peu le répéter, la montée en puissance des effectifs et de l'encadrement, un changement d'échelle majeur qui nécessitait d'une certaine manière que des actions collectives côtoient les travaux individuels. Deuxièmement, l'appropriation rapide de l'outil Internet dans la dynamique du tournant numérique des années 2000. Et en fait, c'est un élément extrêmement important. On aura l'occasion d'en reparler au cours de ce colloque. La communication et l'organisation scientifique ont été transformées comme partout dans le monde. Enfin, last but not least, je voudrais rendre hommage de manière très générale, puisque je ne peux absolument pas citer tout le monde, à la qualité, je le crois sincèrement, la qualité des personnes engagées dans ces processus. C'est l'esprit d'équipe et la ténacité qui ont accompagné cette évolution.
Je ne peux que dire merci au nom de tous. Et quant à la question du devenir, on aura l'occasion d'en discuter. Merci. Merci beaucoup. Donc nous souhaitions amener un focus un peu plus précis sur un des éléments évoqués à l'instant par Cécile. C'est la question des supports qui sont essentiels à la recherche, c'est-à-dire la question des publications en France dans le champ des études japonaises. Et pour ce faire, je passe la parole à Pierre-François Suiré. Merci. Alors, moi, je ne vais pas faire un panorama général de toutes les revues ou toutes les publications, bien entendu. Je n'ai pas le temps. Mais je voudrais attirer votre attention sur 2 ou 3 points. D'abord, en 1979, puisque c'est la date de départ de cette affaire, il n'existait aucune revue sur les études japonaises, spécialisée en tout cas sur les études japonaises. Et dans les années qui suivent, malgré la floraison relative dans les années 80 d'études japonaises dans les différentes institutions qu'on a parcourues tout à l'heure, eh bien, toujours pas de revue. Les premières revues d'études japonaises sont apparues dans les années 90. Donc assez tardivement, finalement. Et pourtant, il existait des revues généralistes faites par des non-spécialistes du Japon avec des numéros d'une richesse que je les ai feuilletés là encore récemment, qui sont tout à fait extraordinaires. Alors, je vais en citer quelques-uns. Il y en a plus que ce que j'ai indiqué ici sur le PowerPoint, mais les temps modernes. Les temps modernes. La revue de Jean-Paul Sartre publie en février 69, dans son numéro, un numéro intitulé « Le Japon ». Et on y trouve pas moins de 12 articles sur le Japon, dont 10 rédigés par des Japonais et traduits en français, dont notamment un article de Kato Shuichi. Je ne sais pas, je n'ai pas réussi à retrouver qui était à l'origine de ce numéro sur le Japon. Je pense que Kato Shuichi, à l'époque, séjournait en France et je pense qu'il a joué un rôle important, mais je ne suis pas en mesure d'aller beaucoup plus loin. Les thèmes qui sont présentés dans ce numéro de 1969 sont des thèmes de politique étrangère, croissance économique, ainsi que des articles divers sur la société japonaise, les mineurs, les syndicats, les discriminés, les Coréens au Japon. Un numéro d'une richesse incroyable qu'on aurait de la peine peut-être à reproduire aujourd'hui. L'autre numéro dont je voulais vous dire un mot, c'est ce numéro d'Esprit de février 73. Des Japonais parlent du Japon. 20 articles de personnalités japonaises. 20 articles de personnalités japonaises traduits en français, dont Mishima Yukio. Un magnifique article de l'anthropologue Yamaguchi Masao sur la structure mythico-théâtrale de la royauté, de la monarchie japonaise, qui, publié en français, retraduit en japonais, a fait un grand bruit au Japon quand il a été publié au Japon par la suite. Donc des articles sur la démocratie et ses incertitudes, sur les contestations, sur l'expansion remise en cause, sur la politique étrangère, etc. Dans un autre cadre, évidemment beaucoup plus économique, celui-ci, la revue française de gestion, publie en septembre-octobre 80. Elle était à l'époque dirigée par Jean-Marie Doublet. Pas moins de 28 articles, dont 9 écrits par des Japonais, dont un de Tominaga Kenichi, qui était le grand sociologue de son temps. Un numéro spécial donc consacré aux stratégies, aux organisations, à l'entreprise. Donc, ces 3 numéros, il y en a peut-être d'autres qui m'ont échappé, mais moi en tout cas, qui était étudiant, jeune étudiant, puis étudiant un peu plus avancé, puis jeune chercheur à cette époque, ben, je peux vous assurer que ces numéros, je les ai lus, je les ai relus. Même celui de 69 qui commençait à dater pour moi, eh bien, c'était quand même une référence. Alors, d'autres revues ont consacré des numéros spéciaux sur le Japon, mais beaucoup plus tardivement, dans les années 80. On peut citer Sociologie du travail, Revue internationale de sociologie, Critique, L'Homme, la revue d'anthropologie donc de Pierre Bourdieu. Et les Annales, par exemple, ont publié en 1995, j'y suis un peu pour quelque chose, un numéro entièrement fait d'articles d'historiens japonais, 7 au total traduits en français. Un peu plus tard, en 2011, un autre numéro des Annales sur les statuts sociaux à l'époque d'Edo, avec 4 historiens japonais traduits en français. Puis récemment, je me suis rendu... Enfin, Critique, la revue Critique, donc, a publié en 2017
un numéro spécial intitulé « Le Japon devint moderne », 5 articles, dont un d'Emmanuel, un de Michael Luquet, etc., dont, avec un seul japonais, malheureusement, mais ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'était Ueken Zaburo. Donc, vous voyez, les revues généralistes s'intéressent au Japon, qu'il y ait ou non des revues spécialisées sur le Japon. Mais ces numéros, je constate quand même qu'il y en a de moins en moins. C'est une première constatation parfaitement empirique, hein, mais c'est quand même une constatation. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme revue à cette époque-là ? Il y avait des revues dites orientalistes. Alors, je pense évidemment au bulletin de l'école française d'Extrême-Orient, de l'école française, bien sûr, où on pouvait publier quelques articles sur le Japon, mais il n'y en avait pas tellement, hein, puisque l'école française d'Extrême-Orient, comme vous le savez, c'est plutôt centrée sur l'Asie du Sud-Est, enfin à cette époque-là en tout cas. La revue Art-Asiatique, qui était la revue du musée Guimet, qui pouvait évidemment publier des articles sur l'histoire de l'art japonaise. Et il faut signaler néanmoins qu'en 1985, l'école française d'Extrême-Orient publie une nouvelle revue qui s'appelle les Cahiers d'Extrême-Asie, qui est une revue thématique donc consacrée aux religions asiatiques en général et pas simplement japonaises, mais avec quelques numéros spéciaux sur les religions japonaises, donc dirigés notamment par Bernard Faure qui est parmi nous, Anne Bouchy et quelques autres. Et puis donc le développement des étudiants d'abord en japonais, puis des postes créés dans les années 80-90 ont vraiment révélé un manque. Et c'est à cette époque-là, donc, à l'INALCO, nous avons créé la revue Sipango en 1992. Bon, elle vit encore, c'est un miracle. Quand j'avais publié le numéro 1, puisque j'étais le premier secrétaire de rédaction, Jean-Jacques Oridas m'avait dit « Oh, on se réjouit pas si vite, on attend le numéro 3 ». Et puis, on a publié le 2, puis le 3. Et j'ai allé voir Jean-Jacques Oridas, il m'a dit « Oh, on attend le 6 ». Bon, on en est au 25. Bon. La revue Ebisse a commencé donc ici à la Maison franco-japonaise sous la houlette de comment il s'appelle son prénom, Ansart, Olivier Ansart, donc qui était à l'époque directeur de français à la Maison. Cette revue donc a débuté en 1994. C'était vraiment une petite revue tenue à bout de bras par le directeur, et puis petit à petit cette revue s'est étoffée et maintenant on est au numéro 61. Hein 61. Eh ben, on a bien bossé. Moi, quand j'ai vu, je m'occupais de Sipango, quand j'ai vu apparaître Ebisse, je me suis dit, c'est pas possible, il y en a une des deux qui va mourir. Et en fait, elle s'adressait à des publics différents. Il existait au Japon un public de chercheurs français qui vivaient au Japon ou qui étaient en transit au Japon. Et finalement, cette revue a trouvé un équilibre finalement par rapport à ces jeunes chercheurs, alors que Sipango, évidemment, s'adressait plutôt à des chercheurs qui vivaient en France. Et puis, les collègues de Toulouse ont sorti une revue qui s'appelait Daluma, soutenue par l'éditeur Piquier. Alors, ça avait évidemment une autre gueule, hein, c'était par rapport à ce qu'on faisait nous, sur le papier glacé, etc. Mais malheureusement pour eux, la revue n'a survécu qu'à 13 numéros, ce qui est déjà pas mal, puisqu'elle a débuté donc en 1997 et est morte en 2003. Et Christian Galland, qui était l'un des deux animateurs de cette revue d'Aluma, donc reprend le flambeau actuellement en lançant donc, il vient de lancer donc une revue, Études japonaises, dont le numéro 1 vient de sortir donc au printemps 2024. Alors, là, ce que je viens de faire, c'est un tableau très très général des revues telles qu'elles existaient et qu'elles existent toujours. Je constate qu'on a quand même 2 ou 3 grandes revues d'études japonologiques qui se tiennent à peu près, qui tiennent la route, enfin je veux dire qui ne meurent pas. Bon, Daruma est morte, mais elle ressurgit d'une autre manière, peut-être avec études japonaises, je ne sais pas, on verra ce que ça va donner. Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les revues, bien entendu, il y avait aussi les collections, enfin les éditeurs plutôt, les maisons d'édition qui publiaient des collections consacrées aux affaires japonaises. Pas toujours, enfin pas que les affaires japonaises, mais par exemple, la plus célèbre peut-être, c'est la collection chez Gallimard UNESCO, la collection Connaissance de l'Orient, que vous connaissez tous,
qui avait été fondée par Étiamble en 1956, puis reprise par Jacques Dars, et qui fut interrompue malheureusement à la mort de celui-ci en 2011. Connaissance de l'Orient a traduit des textes, évidemment, de tout l'Orient, pas simplement le Japon, mais enfin, les textes publiés sur les études japonaises sont tout à fait importants. Et puis, René Siffert avait lancé donc les fameuses POF, les publications orientalistes de France, qui est une collection donc, qui a duré de 1971 à 2011 et qui a publié, dans laquelle on a publié beaucoup de travaux, surtout littéraires d'ailleurs. Mais la collection n'a pas survécu à la mort de René Siffert. Et puis, alors, une collection, Les Belles Lettres, donc, a été fondée par Emmanuel Lozan, qui pourra en parler beaucoup mieux que moi, co-dirigée donc avec Christian Galland également, mais cette collection qui a sorti quand même beaucoup de bons livres, aussi bien d'ailleurs dans le domaine de la fiction, la littérature, que dans le domaine des sciences humaines et sociales. Malheureusement, je ne sais pas comment dire, on en parlait à midi au déjeuner, est en fin de course, on va dire, et donc va sans doute s'arrêter là. Jean-François Sabouret, dont Cécile a parlé à juste titre, avait lancé aussi à CNRS Éditions une collection Japon qui a publié pendant plusieurs années 1 ou 2 volumes par an, puis petit à petit le nombre de volumes publiés a diminué malheureusement. Cette collection Japon, à ma connaissance, est interrompue depuis la mort de Jean-François. Et puis bon, on a appris donc que Hermann donc sortait une nouvelle collection avec 2 publications, donc déjà en 2024. Alors, est-ce que j'ai encore 1 minute ou c'est fini? 1 minute. Alors, ce que je voudrais dire simplement, c'est que il y a bien sûr un investissement énorme qui a été fourni par les générations précédentes, la nôtre, puis les suivantes. Il y a un développement des études japonaises qui sont de plus en plus précises, de plus en plus détaillées, mais qui continuent à se heurter à une sorte, enfin c'est mon sentiment, on pourra en discuter, une sorte de mur en quelque sorte par rapport au grand public. Je trouve que les poncifs sur le Japon, les stéréotypes sur le Japon continuent de manière invariable. Les samouraïs, le harakiri, les geishas, les ninjas. Donc, c'est un peu décevant au bout du compte. 2, je pense qu'il faudrait une stratégie d'investissement plus systématique dans les revues généralistes. Les exemples que j'ai donnés sont tout à fait révélateurs, pour essayer de s'adresser à d'autres personnes que les spécialistes de notre domaine étroit. Donc, intervenir dans les revues, dont je ne vais pas reprendre les noms, on vient d'en voir quelques-unes. 3, je pense qu'il faut également que de plus en plus d'auteurs japonisants, japonologues, investissent les grandes maisons d'édition. Je pense à Gallimard, bien sûr, à Flammarion, dans le domaine de l'histoire, aux éditions Perrin, à Talandier, etc. Je crois que c'est assez important, parce qu'il faut il faut sortir en quelque sorte du ghetto, le ghetto parce que ça risque d'être un ghetto, les études japonaises. Enfin, ça peut le devenir. Et je pense qu'il est important que l'on s'adresse aussi à d'autres interlocuteurs. Alors, au milieu de ce tableau qui n'est pas excessivement optimiste de ma part, je voudrais quand même remarquer que plusieurs de nos ouvrages, je ne vais pas les citer ici, mais plusieurs ouvrages ont quand même, commis par des spécialistes du Japon, ont reçu des prix. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance de la communauté, en particulier du côté des historiens, une reconnaissance de la communauté historienne générale par rapport à ces études japonaises. Ce qui est un petit moyen d'entrer d'entrer dans le monde, donc, par exemple, des historiens généralistes, occidentalistes. Bon.
Voilà, ce sont des questions que je pose. Je ne suis pas certain qu'on pourra y répondre et je ne suis pas certain que les années qui suivent nous permettront d'y répondre non plus. Mais c'est des questions, moi, qui me préoccupent un petit peu. Mais on pourra en revenir lors du débat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. Alors, pour terminer ce tour d'horizon, nous souhaitions évoquer un paradigme en fait, qui a déjà été un petit peu présenté par César, par Emmanuel, par Cécile également, qui est essentiel pour comprendre l'évolution des études japonaises en France ces dernières années. C'est le développement des études japonaises en province, et donc non plus seulement à Paris. Et pour ce faire, nous nous proposions de présenter un exemple qui est celui donc du département d'études japonaises de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et c'est Christine Lévy qui va s'en charger. Bon, merci beaucoup. Donc, merci pour les interventions précédentes qui donnent bien un contexte. Et je suis très sensible aussi à cette question de ghettoisation ou pas, c'est-à-dire de circulation, d'échange avec les autres disciplines, ce qui me paraît un point très important. Et aussi, bien sûr, dans les propositions de formation. Alors, je vais résumer pour pas être trop long, parce qu'il faut laisser quand même la place à la table suivante. Donc, à Bordeaux, il y a eu la création d'abord d'un DU. J'avais commencé, moi, avec un étudiant que j'avais réussi en première et deuxième année de DU pour créer dès la première année pour aller un peu vite. Et donc, on a avancé vraiment au pas de charge, puisque il y a la section de japonais qui est créée en 89, l'introduction d'un DUG, et à la rentrée 93, il y a eu la maîtrise, puisqu'à l'époque c'était la maîtrise, et en 94 un poste de professeur des universités, avec cette idée que on avait beaucoup insisté en disant qu'il fallait un professeur pour qu'il y ait un master. Alors à ce sujet, je voudrais faire remarquer une proportion tout à fait visible dans le rapport nombre de professeurs et nombre de maîtres de conférences dans les différentes disciplines. Donc en ce qui concerne l'Université de Bordeaux, par exemple, pour le monde anglophone, il y a 18 professeurs pour 28 MCF, 13 professeurs pour 17 MCF, en lettres 19 professeurs pour 21 MCF, études germaniques 3 professeurs pour 4 MCF, ils n'ont pas beaucoup d'étudiants, hein. Beaucoup moins que nous. En philosophie, 3 professeurs, 4 MCF, etc. Et en japonais, et en un professeur pour 7 MCF. Voilà la disproportion quand même qui est très importante. Et je pense que ça, c'est une question assez essentielle par rapport au dynamisme des recherches. Par exemple, tout à l'heure, on a vu le nombre de thèses très peu en province. Ce n'est pas le cas dans les autres matières, parce qu'il y a assez de professeurs pour diriger et de choix. Alors qu'à Bordeaux, tous nos étudiants qui ont voulu faire une thèse, ils se sont inscrits à Paris. Donc c'est vrai que ça, c'est un point vraiment à mettre en avant, en tout cas par rapport à nos tutelles. C'est une question difficile, mais c'est une inégalité flagrante. Voilà. Et qui explique un petit peu des problèmes qu'on peut avoir par rapport au domaine de recherche. Alors à Bordeaux, il y a la création depuis 4 ans de dynamique, interaction, interculturalité asiatique, d'une initiative conjointe de l'Université de Bordeaux-Montaigne et de La Rochelle. Donc, il s'agit de l'Asie, donc ça regroupe énormément d'enseignants-chercheurs de ces deux régions. Et ça a créé très importante. Il y a un site qui est créé et ça, vraiment, je trouve que c'est un peu une nouveauté parce qu'à Bordeaux, vraiment, la recherche était à la traîne, complètement à la traîne sur le plan collectif, quoi. Donc, je pense que c'est quand même un élément important et qui est relié au... Cette équipe fait partie du GIS. Et c'est vrai que ça crée une dynamique avec des financements, puisque le problème, c'est toujours le nerf de la guerre, hein, le financement des colloques, peut-être une revue, mais ça, c'est pas à l'ordre du jour dans l'immédiat, et aussi comme pôle d'attraction étudiants. C'est très important, mais
Sans les professeurs, il n'y a pas de directeur, donc on est quand même un peu coincé. Parce que quand il y a un directeur, il ne peut pas, lui, prendre en charge tous les domaines. Enfin, ce serait nuisible pour l'étudiant. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au domaine de... Par rapport un peu au contexte général, c'est la même chose. C'est la décennie 1990 qui connaît un nombre croissant, en particulier la seconde moitié des années 90, les années 2000. Alors, on a vraiment une explosion dans la décennie 2000-2010, et ça se fait depuis 2020, mais sans que ce soit vraiment très remarquable, puisqu'on est passé pour les premières années d'inscription de 300 étudiants à 270. Donc, on a 10% de moins, mais ça reste quand même assez important. L'effet Covid terminé de ce point de vue. Alors, à Bordeaux, on a un nombre assez important quand même d'inscriptions en master, mais la motivation principale des étudiants qui s'inscrivent, c'est la possibilité d'aller au Japon, parce qu'on a 13 universités. Et donc, en deuxième année, par exemple, cette année, il y a 23 étudiants inscrits en M2, mais la moitié sont au Japon, et en première année aussi. Et donc voilà, c'est une bonne chose, je n'ai rien contre, mais c'est pour dire que le public étudiant n'est pas forcément le public auquel... Pierre Souéry veut s'adresser, parce que c'était pas des lecteurs de l'esprit des temps modernes ou de l'esprit. Oui, dans votre génération. Je pense qu'il y a aussi ça dont il faut tenir compte, c'est-à-dire qu'on change de génération et les étudiants actuels s'intéressent un peu à d'autres choses. Et ça ne veut pas dire que... Oui. Mais c'est pour dire qu'on a un public très spécifique dans les... Moi, c'est le sentiment que j'ai. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être que les étudiants sont comme ça partout, mais en japonais, on a vraiment pas des adorateurs, mais enfin presque de la culture pop japonaise, les mangas, etc. Donc, c'est une distance entre nous et les étudiants. J'espère que ça va un petit peu se... diminuer, mais c'est vrai qu'il y a aussi une question à se poser. Quand on parle de public, quel public? C'est un point important. Alors, en revanche, j'ai trouvé quand même... depuis que je travaille sur l'histoire du féminisme, donc j'ai fait un cours sur le genre, et là j'ai trouvé des motivations très importantes, très intéressantes, chez les garçons comme chez les filles, et j'ai trouvé là une thématique qui m'a paru, qui créait un lien et intellectuellement assez enrichissant. Par contre, il n'y a peut-être pas assez de directeurs. Bon, on a Isabelle Konuma maintenant qui travaille beaucoup sur le genre, mais ça manque un peu, je pense. Par exemple, donc par rapport à la question que posait Pierre Souéry, je pense que il y a aussi c'est-à-dire que nous-mêmes, quand tu parles de ghettoisation, il y a une ghettoisation dans le sens où nous-mêmes, on n'est pas toujours à jour des thématiques actuelles dans les sciences humaines, sociales, etc. On s'enferme un peu nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'enferme un peu nous-mêmes dans... même si c'est récent, on a ce problème, je pense. Voilà, ça rejoint un peu la question des doubles formations aussi, qui est quelque chose d'important à encourager, mais qui est difficile à mettre en place du fait de l'organisation des études universitaires. C'est facile de s'inscrire à plusieurs disciplines. Maintenant, c'est devenu difficile au niveau horaire, au niveau administratif. Enfin, on met des bâtons dans les roues aux étudiants, quoi. De ce point de vue, je pense que là, c'est un problème pour l'avenir qui est très important. Voilà, parce que je pense que, bon, je n'ai pas de... Voilà, s'il y a une discussion qui doit s'engager, on pourra en rediscuter. Et on peut laisser le temps aussi à la table suivante. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, très rapidement, il nous reste 1 ou 2 minutes.
Je voudrais quand même très rapidement faire un dernier tour de table, puisque nous avions prévu d'aborder la question des défis auxquels font actuellement face ou sont susceptibles de faire face les études japonaises en France dans les années qui viennent. Je fais un tour de table très rapide. Les personnes qui souhaitent intervenir le font, et ensuite on passe à la table ronde suivante. César, peut-être. Ça va rejoindre ce que vient le sujet évoqué par Christine. Enfin, pour moi, il y a des différences de génération entre nous, évidemment, mais pour la mienne, c'était déjà le cas avant. Cécile, on en avait parlé un petit peu, mais la question de la double formation, au moins, qui devrait se faire avant la thèse, mais on se pose vraiment la question pendant la thèse, parce que quand on fait une thèse, c'est que très souvent, on a pour ambition d'essayer de faire carrière à l'université. Elle se pose, et en même temps, il n'y a pas de stratégie claire, il n'y a pas de profil clair, il y a sans doute assez peu d'exemples à suivre. Or, pour la question de la discussion avec les disciplines et la reconnaissance de chercheurs disciplinaires qui, en temps normal, travaillent plutôt sur la France ou sur l'Europe et leur regard sur le Japon. La socialisation, en fait, le moment où on commence à se faire connaître en tant que chercheur, pas forcément avec les premiers livres, tout ça, mais le départ, en fait, une association en études réelles et disciplinaires dès le début, ça permet en fait de commencer à construire des réseaux, d'avoir des chances de publier dans une revue, de continuer d'organiser des choses en commun. Mais vraiment, c'est quelque chose d'assez flou qui se fait au cas par cas. Et moi, je pense que cette thématique-là, pour penser le thème des difficultés d'accessibilité au CNRS, notamment, le CNRS est tenu maintenant complètement par des chercheurs disciplinaires. Et donc, une vraie reconnaissance disciplinaire, au moins pendant la thèse, ça jouera pour la capacité de certaines personnes à arriver à se faire accepter par cette institution qui n'accepte plus beaucoup de monde. Merci beaucoup César. Je précise que nous lançons ici des sujets de discussion sur lesquels nous pourrons rebondir plus tard dans la discussion générale à l'issue des 3 tables rondes. Emmanuel ? Oui, moi, c'est un peu le même sujet, celui de la formation des jeunes chercheurs et donc en particulier des doctorants. Je suis représentant d'une de ces machines, je ne sais pas comment a été dit, à produire des doctorants en nombre. C'est l'avenir, c'est quand même essentiel. Je pense qu'il y a 2 choses sur lesquelles on sera tous d'accord. C'est l'exigence d'un haut niveau de formation en langue et l'exigence d'une formation disciplinaire. Ça, je crois que ça va un peu de soi. Mais je voudrais mettre l'accent sur 3 autres points très rapidement. La question de la formation générale de qualité, c'est-à-dire une culture générale. La question après d'un rapport à la civilisation japonaise dans son ensemble. Jean-Jacques Origas avait voulu que l'agrégation de japonais soit pas une agrégation de japonais, mais une agrégation de langue et culture du Japon, ce qui la distingue des autres agrégations, parce qu'il craignait que des gens s'engagent de manière trop prématurée dans un seul domaine de la civilisation japonaise, avec des connaissances faibles, voire nulles, sur les autres aspects de la civilisation japonaise. Ça me semble très important. Et puis un 3e point encore plus général, c'est celui du statut des études aréales. Je crois que dans les intitulés de ce colloque, il y a penser à travers le Japon, penser avec le Japon et pas penser le Japon. Donc les études aréales, vous savez, ont été fondées largement dans un mouvement autoréflexif de l'Occident sur lui-même, parce que je suis obligé de parler vite. Mais il me semble que les choses doivent évoluer, qu'il ne s'agit pas, nous, du point de vue de l'Occident, de penser le Japon comme un objet, mais de penser avec les Japonais dans des échanges, les problèmes qui sont les nôtres ensemble. Et je pense qu'il y a à inventer, peut-être un fantasme un peu ou un idéal, une sorte de type d'intellectuel, de type un peu nouveau, qui bien sûr a des compétences sur tel ou tel point, mais qui joue un rôle pour justement faire travailler plus ensemble les intellectuels des différents pays. Ça dépasse le cas du Japon, parce que la crise écologique, par exemple, ou des choses comme ça, enfin plein d'autres problèmes sont des problèmes transnationaux auxquels il faut réfléchir ensemble. Merci Emmanuel. Cécile ? Alors vraiment, je serai très brève. C'est diffusion scientifique, vulgarisation scientifique et le problème du public. Je pense qu'on aura certainement l'occasion d'en rediscuter de façon fondamentale. Vous l'avez entendu, on a un public qui évolue énormément. Il faut savoir à quelle cible on s'adresse. Et ce côté, nous le répondons pour la 3e fois, ce côté un peu ghettoisé des recherches comme cela que nous menons, évidemment, a besoin de trouver des débouchés vers l'extérieur. Et c'est comme cela qu'il y aura des interactions qu'on peut espérer vertueuses, j'espère.
Merci Cécile. Pierre, tu souhaites Je crois qu'on n'a plus le temps. Là, aussi. C'est comme on peut prendre 30 secondes si tu souhaites. Bon, simplement... oui, enfin... oui, d'abord, Emmanuel vient de dire que on est tous d'accord maintenant sur le fait que pour les études japonaises, il faut avoir une bonne formation en langue et une bonne formation disciplinaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je me souviens, je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais enfin, moi, tous mes professeurs de civilisation japonaise à l'INALCO, il n'y en avait pas un qui parlait japonais. C'était comme ça. Donc, il faut voir d'où on vient. Le fait que ce soit maintenant évident, j'espère que ça l'est pour tout le monde, mais ça a été une longue bataille. Hein. Alors, non, un mot aussi peut-être qu'on n'a pas évoqué du tout, c'est les interventions, nos interventions globales dans les médias. Les médias culturels, les médias radiophoniques, etc., etc. Ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une des tâches que nous devons nous emparer chacun dans nos domaines et ne pas fuir la médiatisation, comme c'est trop souvent le cas, à mon sens. Merci beaucoup, Pierre. Christine, un dernier mot ? Oui, un dernier mot. Multiplier peut-être encore des occasions d'échange dans des domaines précis entre des chercheurs japonais et français, mais chercheurs japonais qui ne sont pas francophones et chercheurs français qui ne sont pas forcément. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très fructueux au niveau de la dynamique de recherche. Merci beaucoup. Donc, nous gardons en tête toutes ces réflexions. On garde en tête tous ces sujets de réflexion que nous aborderons, j'en suis certain, encore lors de la discussion générale. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci à toutes les intervenantes et intervenantes de ce panel.